Mesdames, Messieurs, chers amis, bienvenue dans ce deuxième plateau de la Web TV des DCF. Deuxième plateau, deuxième thème, ils innovent, ils réussissent. Vous savez que les forces commerciales en permanence sont sur le terrain et que les entreprises ont un strabisme divergent. Un œil sur le monde qui bouge, un œil sur l'entreprise pour l'adapter en permanence. Nous allons voir simplement la réponse à la question suivante. Comment plusieurs entreprises adaptent-elles, forcent-elles leur force commerciale à s'adapter en permanence au monde qui bouge, non seulement pour innover, mais surtout pour réussir. Invité sur ce plateau, et je vais vous demander bien sûr de bien vouloir les accueillir, Vincent Marek pour la Caisse d'Épargne. Merci beaucoup d'être là, on peut l'applaudir. Laurent Caïd, vous représentez ici La Poste. Vous nous direz dans un instant le tourbillon dans lequel vous vous trouvez. Gilles Caumont pour Adista, PDG d'Adista. On peut applaudir. Guillaume Ladet, vous êtes directeur de l'Hydrac Subdecom Montpellier. Jean-Charles, on ne vous présente plus. Alexandre, merci beaucoup d'être parmi nous. Donc je disais, les forces commerciales sont les premières sur le terrain à voir comment les clients bougent, à voir comment le monde bouge. La question devient comment s'adapter et comment les entreprises le font. Je me tourne tout d'abord vers La Poste. La Poste qui se structure. Florent Caïd, vous êtes directeur de la professionnalisation de l'école des ventes de La Poste. Le courrier postal annuellement baisse de combien ? Alors effectivement, on évolue dans un marché extrêmement concurrentiel aujourd'hui avec l'arrivée bien évidemment de l'Internet, le monde du digital, ce qui représente aujourd'hui une baisse sur le premier semestre de 2015 de moins 7% des volumes de courrier. Pour autant, dans la même période, on maintient notre chiffre d'affaires, mais effectivement, on fait face à un certain nombre de challenges. Les affaires baissent, mais le volume baisse, mais le chiffre d'affaires, pour l'instant, dites-vous, tient le coup. Comment vous faites? Alors, quelle est l'innovation? Tout à fait. Tout d'abord, ça dépend énormément de la force commerciale. C'est pour ça que la première innovation, elle est tout d'abord commerciale. Nous avons revu l'ensemble de nos méthodes de vente, de nos méthodes de management, afin qu'elles soient beaucoup plus affûtées pour répondre aux exigences de nos marchés. Et puis, c'est bien évidemment des innovations dans l'offre, on en parlait, donc on pourrait en dire beaucoup, parce qu'il y a beaucoup d'innovations, et c'est au cœur, finalement, de notre projet stratégique 2020 Conquérir l'avenir. Donc des innovations autour de la transition numérique, de la transition énergétique. On pourrait parler également du courrier connecté avec les QR codes, qui couplent finalement la puissance du média courrier avec le digital. Mais surtout, l'innovation majeure et qui est au cœur de notre stratégie, ce sont les nouveaux services du facteur. Attendez, le facteur, c'est ce qu'il y a de plus vieux, et vous nous dites que c'est une innovation. Ils font quoi pour être nouveaux? Alors, ils font beaucoup de choses en capitalisant sur justement l'image de confiance qui repose sur la Poste et sur les facteurs en particulier. Donc, ça passe aussi bien par des services de collecte, recyclage de papier, bureau en entreprise. C'est-à-dire, c'est ce que va faire le facteur ou c'est ce qu'il fait déjà. C'est ce qu'il fait déjà. C'est-à-dire, attendez, dans sa tournée, il reprend, il collecte. Tout à fait. Ça, c'est qu'une partie, mais ça peut être aussi de la collecte d'informations aussi bien citoyennes ou consommateurs. Ça peut être également de la relève d'informations type relève de compteur, une fois de plus en capitalisant sur la tournée du facteur. Ça peut être également de l'équipement, en installation d'équipement, comme par exemple les détecteurs de fumée qu'on a pu faire au tout travers ça, c'est le facteur toujours. Tout à fait. Mais c'est comment dire, c'est un représentant de commerce, c'est le cross-selling. Alors, le cross-selling complet. C'est pas un représentant de commerce puisque tout ça sont des services vendus par notre force de vente, donc environ 800 commerciaux en face à face au téléphone, une force de vente colossale qu'il faut bien évidemment accompagner aussi sur la capacité à vendre ces innovations auprès de nos clients. Dans 3 ans, décrivez-moi le facteur type. Il sera comment? Il vend quoi? Alors le facteur, il vend pas, il délivre le service, c'est bien ça qu'on lui demande. Pour autant, il est là pour informer, pour collecter et agir finalement comme un véritable nouveau canal de communication aussi qui s'ouvre dans un monde qui a besoin, on parlait tout à l'heure de convivialité, qui a besoin de proximité. Merci beaucoup pour ce premier témoignage. Jean-Charles Duplat, vous faites partie des DCF, je dirais, vous êtes vous le spécialiste. Comment vous analysez cette transformation, cette recomposition de l'offre de services?
Cette riposte-là, elle Comment vous... j'analyse? Oui, c'est-à-dire... Alors, je suis témoin parce Vous êtes témoin, déjà parce que je suis la Poste. Est-ce que c'est efficace Ah oui, pour vous? ah oui, oui, c'est une révolution, vous l'avez dit. La Poste vit une révolution permanente. Alors, avec le numérique, justement, on a parlé de cross-selling, mais oui, ce matin, dans la table ronde de ce matin, on avait oublié de nommer la Poste, parce que là, c'est un super exemple de cross-selling. Ouais. Et en plus, c'est des nouveaux services. Sauf que moi, je n'avais pas l'habitude d'avoir un facteur qui arrivait avec tout ça. Donc, quand je le vois arriver, quel est le crédit que je vais lui donner? Parce que c'est ça la question, finalement. Et puis, attendez, maintenant, on peut avoir un facteur qui vous laisse un mot et qui peut, par Internet, venir vous livrer le soir quand vous êtes rentré. Ça fait partie des services, je crois. Comment voilà, travaillez-vous? Vous vous rendez compte? La légitimité de votre facteur, vous le travaillez comment? Alors la légitimité, elle existe. Comme je disais, c'est vraiment un capital historique, hein, ce facteur confiance. C'est pour ça que l'enjeu, il est plus aujourd'hui sur la capacité à démontrer au niveau des forces de vente ce type de service et surtout à informer, à valoriser auprès des clients entreprises ou des clients collectivités. Jean-Charles. Pour un mot, la meilleure start-up, on parle beaucoup de start-up. Aujourd'hui, la meilleure start-up que je connaisse, c'est la Poste. Merci beaucoup pour la pub. Gilles Caumont, PDG d'Adista, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. Le facteur qui transforme sa capacité à servir. Alors effectivement, ça vous séduit, ça? C'est un bel exemple, je dirais, de retournement, quelque part. Hein. Nous, on est dans les mondes du numérique, on a quelque part contribué au malheur de la Poste, puisqu'aujourd'hui, le courrier e-mail a quand même pris une part prépondérante et la dématérialisation ne fait que commencer. Donc je pense que c'est un effet très positif pour les entreprises qui se traduit par une nécessité d'adaptation pour un mastodonte, hein, parce que la Poste, c'est quand même quelque chose qui ne se retourne pas comme ça. C'est un chiffre qu'on n'a pas demandé. Combien de facteurs? On a aujourd'hui 80 000 facteurs hein, qui sont concernés par ce type de service. Et d'ailleurs, Et tous sont d'accord pour faire ça? Alors, on est effectivement dans l'accompagnement hein, de ce changement. Mais un des éléments aussi qui contribue, on les équipe aujourd'hui de smartphones pour pouvoir aussi capitaliser sur ce type de service, pour les mettre aussi dans cet environnement du numérique. Merci beaucoup. Je reviens vers vous, Gilles Caumont, PDG d'Adista. Adista, c'est moitié télécom et c'est moitié hébergeur de services. C'est bien ça, ça fait 25 agences en France, avec au cœur de chaque agence, jusqu'à il y a récemment, des ingénieurs commerciaux. Et puis à un moment donné, vous vous êtes dit que ça ne correspondait plus au monde, au territoire dans lequel l'agence s'inscrivait. Quel fut d'abord votre constat? Alors effectivement, le monde change et il faut s'adapter en permanence. Alors dans le monde des télécoms et de l'informatique, on dit que les années sont à multiplier par 7. Adista, ça existe depuis 2007, donc ça fait 49 ans en temps informatique. Et donc en 49 ans, ça évolue beaucoup. Et ce qu'on a constaté, en fait, c'est qu'aujourd'hui, pour se différencier et garder un relationnel client important, il ne suffisait pas d'être présent avant la vente. C'est-à-dire, au départ, on avait des agences avec des commerciaux et des ingénieurs technico-commerciaux pour démontrer les produits, convaincre le client de l'intérêt de nos solutions. Et puis, on passait la main à la technique pour installer, faire vivre le produit tout au long de la durée des contrats. Et en fait, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus... c'est cette phase en fait, de production qui va durer très longtemps, puisqu'on est sous forme d'abonnement, dans laquelle il est nécessaire ou important de conserver un lien commercial fort. Et donc, progressivement, on est passé d'un modèle très centralisé, où toute notre force technique était centralisée dans des data centers, un ou deux pour la France, à un mode réparti où ils sont effectivement à proximité des clients, de façon à pouvoir aller les voir, aller prendre un café, aller apporter des croissants, pourquoi pas. Parce que cette relation commerciale, elle est portée non seulement par les gens qui ont le titre ou le label de commercial, mais bien évidemment par l'ensemble de nos équipes techniques. L'innovation ici que vous mettez en place, c'est finalement du bon sens. C'est d'abord un constat. C'est le constat que le système de production est beaucoup plus long dans la relation que le système qui précède. C'est bien ça l'idée? Tout à fait. C'est les innovations, enfin, comme on est dans la techno, on a tendance à nous dire toujours l'innovation doit être technologique. Ici. Alors, certes, elle doit être technologique. Là, elle est vraiment organisationnelle et relationnelle, je dirais. Et on remet l'homme dans un process qui est de plus en plus orienté vers la machine et la centralisation. On a quelque part pris un petit peu le contre-pied de tout ça. Alors quand même, est-ce que vos ingénieurs commerciaux ont compris cet enjeu et comment les avez-vous motivés pour cette nouvelle orientation?
Alors, je pense qu'ils comprennent très bien, parce qu'en fait, les techniciens et les ingénieurs deviennent des apporteurs d'affaires, des prescripteurs, des indicateurs de l'ambiance chez le client, des besoins du client. Ils travaillent vraiment en synergie. Et on a même quelques gens de la technique qui ont souhaité changer de métier, comme on l'évoquait tout à l'heure, et qui sont partis faire une incursion du côté du technico-commercial, alors pas encore du commercial, mais du technico-commercial. Cette innovation a-t-elle créé de la valeur ? Alors pour le client, je pense que oui, et puis la valeur créée, je pense que la multicompétence est une valeur en soi. Donc d'avoir à la fois la vision technique, commerciale, etc., bon, c'est peut-être quelque part quelque chose qui est souvent réservé un petit peu dans le top 10 de l'entreprise. Et là, l'intérêt, c'est de le déployer sur le terrain. Merci beaucoup. La Poste, c'est le facteur qui est en train de changer. Chez Adista, c'est le technico-commercial qui étend, qui étire la relation commerciale. Guillaume Ladet, merci beaucoup d'être avec nous. Vous officiez à l'IDRAC depuis 25 ans et vous dirigez le campus de Montpellier depuis 2003. L'IDRAC, école de commerce, un demi-siècle d'existence, 6000 étudiants. Vous saviez que vous deviez venir à l'international. Comment avez-vous fait? Mettre la mondialisation en pratique, ça se fait comment pour 6000 étudiants? Alors, oui, en effet, nous aussi, alors nous sommes une école, en ça, nous sommes différents d'une entreprise, mais les passerelles sont évidemment extrêmement nombreuses et nous avons aujourd'hui, et nous subissons, ou nous devons faire face aux mêmes mutations des marchés que vous. Et nos modèles sont aussi en train d'exploser. Et ce au niveau mondial avec l'effet couplé justement de la mondialisation et l'effet des nouvelles technologies, mais aussi la situation économique de certains pays. Et nos marchés sont vraiment extrêmement perturbés. Donc l'international, oui, lorsque vous m'avez appelé pour préparer cette table ronde, j'étais sur le dossier. Donc on a parlé d'innovation et j'étais sur le dossier international. Donc on a embrayé sur l'international. Ceci dit, l'innovation dans l'enseignement supérieur aujourd'hui est présente partout. Alors pour prendre l'exemple de l'international, mais qui reflète relativement bien ce que l'on est en train de vivre aujourd'hui, le plus gros changement aujourd'hui et dans le choix d'acquisition des connaissances. C'est-à-dire? La manière dont un étudiant veut accéder ou peut accéder au savoir. Alors, prenons des exemples. Il y a quelques années, l'exemple est très simple. Une école, ça ressemblait à un bâtiment avec un grand couloir. À droite, une salle de cours, à gauche, une salle de cours, et ce jusqu'au fond. Un tableau, et puis il y avait ce qu'on appelle maintenant des apprenants. Et au tableau, en général, ceux qui étaient debout, c'était un sachant. Un prof. Dans quelques temps, et déjà aujourd'hui, il y a des écoles où vous n'avez plus ces infrastructures, où il n'y a plus de tableau, et on est en train de se poser la question très sérieusement sur l'intérêt des profs, en tout cas dans certains cours. Donc ça peut faire un sourire en effet, oui, mais ils seront remplacés par quoi? C'est extrêmement vrai. Alors on les remplace par c'est remplacé notamment par de nouvelles technologies, par de nouveaux modes d'apprentissage. Alors là, les mots sont extrêmement nombreux, les acronymes, n'en parlons pas, extrêmement anglicisés. Donc les MOOC, les POCs, le blended learning, le e-learning, etc., etc. On en est maintenant la nouvelle tendance américaine, on parle de l'adaptive learning, c'est-à-dire la capacité d'adapter un enseignement de masse, de personnaliser un enseignement de masse. Vous voyez un peu l'équation? On en est là. J'entends bien simplement une chose, que vous innoviez ainsi et dans toutes les directions, soit est-ce que les étudiants réussissent mieux pour la cause ou est-ce que leur savoir est différent? Non, le savoir n'est pas différent. Le savoir, les techniques de base restent. C'est le mode d'apprentissage qui est différent. C'est leur façon d'appréhender les problématiques que vous retrouverez d'ailleurs dans vos entreprises, parce que les réflexes qu'ils ont à l'école, vous les retrouverez très rapidement, dès leur stage d'ailleurs, pendant leur scolarité dans vos entreprises. Donc c'est cet accès à la connaissance, c'est la manière dont aujourd'hui ils appréhendent certaines problématiques, le lien à la hiérarchie aussi, qui évolue énormément, ce qui nous pose de gros problèmes, parce que nous sommes paradoxalement dans un monde qui est extrêmement conservateur.
Donc expliquer à un parent, par exemple, comment supprimer le prof ou le tableau noir, ça passe très 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 mal. Guillaume Ladet, merci beaucoup pour cette première explication. Jean-Charles, quand vous voyez arriver en entreprise, même chose, même question d'ailleurs pour Alexandre, quand vous voyez arriver en entreprise ainsi des jeunes, formés par des écoles telles que l'IDRAC, quel est leur état d'esprit aujourd'hui? Jean-Charles, tout d'abord. Alors en plus, on a une petite couche de génération Y. Bien sûr. Donc, ils n'abordent pas les problèmes comme nous, mais ils vont directement... Alors, ce que je voulais dire, après ce qu'a dit Guillaume, c'est une sorte de campus inversé ou campus libéré, enfin, il faudrait voir. Mais en fait, ils sont plus autonomes. Et ils ont des idées. Et avant hein, il y a 20 ans, on n'osait pas en parler. Eux, ils les donnent, ils les mettent tout de suite sur le tapis. Et ça, c'est bien. Alexandre Ricard, même question. Les jeunes que vous voyez arriver, ils vous étonnent, ils vous surprennent, ils ne sont pas comme vous, ils ne sont pas comme les anciens? Non, ils sont tout aussi ambitieux, ça c'est clair, mais ils sont différents, bien sûr. Ils sont nés dans un monde où il y a de moins en moins de barrières. Donc ils arrivent connaissant le monde. Alors soit ils l'ont connu physiquement, soit ils l'ont connu par les réseaux sociaux. Ils arrivent avec des facilités de langue que les générations précédentes avaient peut-être moins. Ils arrivent avec une façon de travailler transverse, multidisciplinaire. Par projet, ils peuvent en gérer 3-4 en même temps. Ils ont du mal à comprendre le phénomène des silos hiérarchiques, frontaliers, fonctionnels. Donc ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus ouverts. Mais après, il faut les gérer. Hein. Y a-t-il du coup une adéquation quand même entre les anciens et les jeunes qui arrivent? Oui, ça se passe bien. Oui, ça se passe extrêmement bien dans la mesure où, en fait, en tout cas chez nous, et je pense que c'est vrai de façon plus générale, il y a cette ouverture aux jeunes, bien sûr. Et elle est nécessaire, elle est utile et en plus elle est agréable. Hein. Et nous croyons beaucoup à cette diversité d'âge parce qu'on a beaucoup à apprendre d'eux et réciproquement. Merci beaucoup. La Caisse d'épargne, autre exemple. Donc ils innovent, ils réussissent. Et avec du déjà là, vous faites du jamais vu. C'est un peu comme les facteurs. Avec du déjà là, on a fait du jamais vu. Vincent Marek, bonjour. Vous êtes directeur adjoint du marché entreprise développement Caisse d'épargne groupe BPCE. Les caisses d'épargne sont, dès leur création, il y a un peu moins de 2 siècles, 1818. Une innovation. C'est vraiment une innovation sociale, sociétale à l'époque, déjà? Oui, c'est ça. C'est en fait, en 1818, c'était déjà une innovation en soi, puisqu'on ouvrait la banque au plus grand nombre. Et donc, comme vous l'avez dit ce matin à propos de Thomas d'Aquin, donc l'innovation chez nous, ça date pas d'hier. C'est bien plus loin. C'est dans notre ADN et ça nous permet d'être plus agile aujourd'hui. Alors, n'importe qui aujourd'hui qui va dans une banque se rend bien compte que tout change, et d'ailleurs déjà nos habitudes. Comment vous vous adaptez? Quelles sont les innovations factuelles que vous mettez en route? Alors, je vais vous donner quelques exemples pour illustrer mes propos. C'est vrai que, par exemple, sur le marché des professionnels, donc on essaye de donner une valeur d'usage qui répond à un besoin client, donc d'efficacité. Nous, on a besoin d'être efficace commercialement, mais eux aussi. Par exemple, un client qui est en mobilité, un entrepreneur qui a besoin de vendre, je vais prendre un exemple tout simple, un marché, il va utiliser son téléphone portable pour pouvoir faire des encaissements. Il va pouvoir encaisser des chèques, des espèces des cartes bleues avec un terminal mobile. Et tout ça, c'est tout à fait simple. Il peut le souscrire avec son téléphone et donc il va payer à l'usage. Et finalement, ça va lui faire gagner du temps et ça lui évitera de rater des ventes. Donc ça, c'est une première marque d'innovation pour nous. Après, vous avez... alors plus sur le monde associatif, vous savez, nous, on est très challengés par les fintech. Et finalement, les plateformes de crowdfunding. Nous, on a créé notre première plateforme de crowdfunding Espace Don, où on peut donner de l'argent, du temps et des objets. Et c'était bien à nous de le faire, puisque on est une banque mutualiste, et ça vient en écho avec notre historique. Après, je vais terminer juste sur les entrepreneurs. Vous voyez, aujourd'hui, il y a pas mal d'animations chez BPCE sur les entrepreneurs. Alors, je ne peux pas encore vous donner le nom, mais on a créé une plateforme qui est à destination des entrepreneurs pour avoir une vision sur leur santé. Donc, ils vont avoir une analyse de leur ratio, ils vont le comparer par rapport à un secteur d'activité et par rapport à leurs concurrents sur une zone de chalandise. Tout ça, pourquoi ?
pour qu'ils puissent prendre une décision derrière et surtout gagner du temps sur l'analyse de leurs propres chiffres. On est en pédagogie et puis après en accompagnement de la décision. Donc on apporte une valeur d'usage et on apporte une valeur de conseil. Alors 3 valeurs d'usage que vous modifiez, là où il y a de l'innovation, mais encore une fois que vous avez fait ça, il y a des process derrière, il y a des modifications pour les forces commerciales, il y a des choses supplémentaires que vous devez mettre en place pour vendre le produit. Alors déjà, si on part du besoin client, comment on fait? Par exemple, sur la plateforme pour les entrepreneurs, on a été très en amont du projet, on a réuni nos clients et puis on leur a proposé l'idée. On leur a fait valider cette idée. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau dans notre approche des choses, mais ça nous sécurise par rapport aux besoins du client. Dans les pratiques, vous savez, enfin vous le savez peut-être pas, c'est dans notre plan stratégique, on recherche le meilleur de l'humain et du digital. Donc qu'est-ce qu'on fait? On utilise le digital pour pouvoir être plus efficace commercialement. Donc la vente à 3, c'est un exemple très simple. On utilise la tablette, je me mets à côté de mon client, et puis je peux appeler mon expert, par exemple sur l'ingénierie sociale, et puis je gagne du temps, et moi je lui apporte du conseil supplémentaire. Je suis dans de la vente conseil. Vous voyez, donc là j'utilise le digital pour pouvoir être plus efficace. Est-ce qu'il y a une augmentation de valeur? Est-ce que là, il y a la production de chiffre d'affaires supplémentaire ou simplement on conserve le client? C'est la bataille, elle est là. Si vous voulez, comme on est plus efficace, nous, dans nos rendez-vous, en fait, on ne perd pas de temps à faire un deuxième, un troisième, un quatrième rendez-vous. On le fait tout de suite. Et donc, on est plus efficace dans la signature de la vente. Donc, forcément, on a plus de valeur. Après, dans notre offre aussi, on va être en accompagnement de l'innovation, puisque, enfin, vous avez peut-être lu dans la presse cette semaine, on a ouvert notre première agence innovation. On est en écho par rapport à ce qui se passe sur le terrain. Finalement, c'est quoi les pépites de demain? Les sociétés innovantes et à l'international. Nous, on est présent auprès des sociétés innovantes avec cette première agence, avec des process spécifiques. Et bien sûr, on est présent à l'accompagnement sur le développement. Merci beaucoup pour tous vos exemples. Je résume quand même parce que c'est quelque chose de vraiment important. Vous avez bien vu qu'à la Poste, on partait des facteurs. C'est une image ancestrale que celle du facteur. On la réinvente complètement avec le monde d'aujourd'hui. Chez Adista, ils sont partis sur un constat. Ce qui se passe après la vente est bien plus important que ce qui se passe avant. Et donc, nous étirons la relation commerciale. À la BBCE, Caisse d'épargne, là encore, on observe d'abord le client et puis ensuite on réadapte ou on adapte l'ensemble des outils que l'on peut avoir et l'offre que l'on peut avoir pour lui. Alexandre Ricard, voici ma question. L'innovation, manifestement, partout, elle est d'abord transgressive. Or, un patron doit maintenir son entreprise. Quelle est la part de votre entreprise que vous acceptez de laisser détruire par innovation pour pouvoir aller plus loin? Ça doit être quand même sacrément schizophrène. En fait, non, parce que j'ai lu la biographie de Steve Jobs. Il y a un petit passage que j'ai trouvé assez remarquable. Il était en comité de direction. C'était à l'époque où les iPods là, étaient en pleine explosion. Et il arrive avec l'idée de l'iPhone qui fait de la musique aussi. Et évidemment, ces équipes lui disent, mais ça va nous cannibaliser complètement notre premier produit du groupe. Ah oui, enfin, vaut mieux se cannibaliser soi-même et être les premiers avec une nouvelle innovation que d'attendre que les autres le fassent. Parce que ça, c'est inévitable. C'est absolument inévitable. C'est pour ça que, d'abord, sur les innovations très rupturistes, nous avons créé un groupe qui s'appelle le BIG, Breakthrough Innovation Group, qui travaille sur des innovations qui sortent du lot très rupturistes. Et en ce moment, ils sont en train de développer le premier prototype du home bar complètement connecté. C'est comme ça aussi que nos équipes internes ont développé, par exemple, la première vodka brune au goût de Bourbon. C'est comme ça que nos équipes internes ont développé le premier whisky vieilli en fût de bière brune. Donc c'est comme ça qu'on arrive à faire beaucoup d'innovations. Et à chaque fois, ça passe par une phase de prototypage très rapide et ensuite d'expérimentation. Et là, l'expérimentation terrain, elle passe par qui? Par le commercial. Et j'ai une toute dernière question, Alexandre, simplement ceci. Y a-t-il un droit à l'erreur dans l'innovation? Est-ce que vous autorisez vos troupes à dire on s'est trompé? S'il n'y avait pas de droit à l'erreur, il n'y aurait pas d'innovation. Et j'irais même jusqu'à dire, même mon grand-père Paul Ricard, avant de créer la marque Ricard, il a échoué dans le vin. Il faut échouer
apprendre de ces échecs pour revenir encore plus fort et plus loin. Merci beaucoup à chacun d'entre vous d'avoir participé à cette émission. L'innovation, c'est d'abord la capacité d'adaptation, la force de faire du jamais vu avec du déjà là, la force également de pouvoir tomber pour pouvoir se redresser. Une dernière chose, l'innovation ne crée pas nécessairement une valeur nouvelle. Elle permet au minimum de maintenir l'entreprise là où elle était dans un monde qui a bougé. Prochain rendez-vous, ce sera donc à Toulouse avec Marc-Lionel Gâteau. Ce sera sur la Web TV des DCF. Bonne journée à tous.